29 ans que le Mali prône la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Chaque année, le mois d'octobre est consacré à cette sensibilisation. Les activités sont lancées ce matin avec comme thème la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. L'historien professeur Jean Bosco Konaré en est le parrain national. Les élèves reprennent le chemin de l'école le 4 novembre prochain, une décision annoncée hier par les autorités, accueillie de façon positive par la communauté éducative de Kalabankoro et les victimes des inondations de la localité. 66 ménages logent encore à l'école publique Mamadou Kounta. Les détails du constat dans cette édition. La chronique judiciaire nous parle ce soir de la circulaire document administratif. La circulaire est une instruction adressée à l'ensemble des agents des services et prévoit une conduite à tenir. Quels sont les types de circulaires? Peut-elle faire l'objet de recours devant la justice? Des explications avec Garibou Pérou. 1er octobre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, rendons-nous en Russie où a pris fin la visite de la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances. La délégation a bouclé son séjour à Kazan, capitale du Tatarstan. C'est l'une des régions les plus riches et les plus industrialisées du pays. Les opportunités de partenariat entre les deux parties étaient au cœur des échanges. La délégation malienne a notamment été reçue par le Premier ministre du Tatarstan, envoyé spécial à Kazan, Yakonate Chidjekamara. Le Tatarstan ouvre ses portes au gouvernement de la République du Mali. Au cabinet des ministres de cette république de 4 millions d'âmes située dans la partie européenne de la Fédération de Russie, le Premier ministre, entouré de certains membres de son gouvernement, reçoit la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances. Les deux parties ont à cœur de jeter les bases d'un partenariat nouveau dans le cadre du raffermissement de la coopération entre Bamako et Moscou. Ce matin, nous avons eu une rencontre donc avec le Premier ministre entouré de plusieurs membres de son gouvernement. C'est dans le cadre donc de notre engagement de développer la coopération avec la Fédération de Russie, engagement que nous avons pris auprès des plus hautes autorités du Mali, qui à la suite du forum Russie-Afrique se sont engagés donc à rendre notre coopération à un niveau stratégique, comme en témoigne l'excellence donc de cette relation dans le domaine de la sécurité et dans le domaine diplomatique. Avec son économie basée sur le pétrole et la pétrochimie, son parc industriel, son potentiel agricole, ses zones économiques spéciales pour ne citer que cela, le Tatarstan est une des régions les plus riches de la Fédération de Russie. Des pneumatiques aux camions de la célèbre marque Kamaz, des hélicoptères aux avions de type Tupolev en passant par les technologies digitales, la gamme de produits industriels fabriqués ici est très variée. Et cet énorme potentiel, c'est l'Agence de développement des investissements du Tatarstan qui en fait la promotion en vue d'attirer les investisseurs et partenaires. La délégation malienne a été largement édifiée au cours de son passage dans la salle de présentation avec une immersion en 3D dans l'économie du pays. Le Tatarstan qui représente plus de 36% du PIB, qui a fondé son développement à travers l'exploitation du pétrole. Donc à partir de ce produit minéral, ils ont développé les industries chimiques, les industries de construction, les industries électroniques et tout ce que nous voyons aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils représentent donc un pourcentage aussi important du PIB de la Fédération de Russie. De partenariat avec le Mali, il en a été question au ministère de l'Industrie et du Commerce de la République du Tatarstan. En matière de commerce, il a été question donc du commerce des intrants, du commerce des produits pétroliers, et il a également été question donc des investissements structurants dans le domaine du transport, que ce soit le transport des marchandises comme les camions, le transport aérien, pour l'exploitation de la nouvelle compagnie aérienne du Mali. Il a été également question donc de faire de la recherche pétrolière. Ils sont également intéressés de partager avec nous la recherche et l'exploitation minière, de travailler sur la sécurisation, de l'affinage d'or et de beaucoup d'autres secteurs. Il a été question donc de mettre en place une commission de travail qui va concerner les ministères sectoriels concernés et les conseillers concernés. Donc il s'agit pour nous d'avancer très rapidement pour pouvoir donner un contenu effectivement à la coopération économique entre le Mali et la République du Tatarstan, qui est une des républiques
qui composent la Fédération de Russie. Un accent particulier a été mis au cours des échanges sur la coopération avec le constructeur numéro 1 de poids lourds en Russie dans les pays de l'ex-URSS au Proche et Moyen-Orient, la société Kamaz établie à Kazan. Objectif affiché, la construction d'une usine d'assemblage de ces véhicules au Mali. À Bamako, des rencontres se sont tenues entre les ministères et les conseils maliens des transporteurs routiers et l'OPECOM, c'est-à-dire l'Organisation patronale des entreprises de construction du Mali. Donc, lors de ces échanges, les avis techniques par rapport aux spécifications des véhicules qui sont adaptés aux conditions maliennes ont été définis. Et aujourd'hui, nous sommes à Kazan, c'est-à-dire la république d'implantation de cette usine, où on a eu des échanges avec les dirigeants de cette société qui nous ont permis de coordonner, de mettre en œuvre tout ce que nous voulons comme spécification par rapport aux véhicules, compte tenu de la position géographique du Mali, qui est un pays continental, qui fait entrer son fret via des ports de transit situés à des milliers de kilomètres, et ensuite compte tenu du climat du Mali. Donc ces discussions techniques ont été réconfortantes, parce qu'elles nous ont permis de comprendre que les besoins du Mali, des transporteurs maliens, peuvent être pris en compte. Dans le cadre de ces rencontres avec les sociétés et entreprises de la Fédération de Russie, la délégation malienne a eu par ailleurs un dîner de travail avec le groupe Yandra. Entreprise pétrolière et gazière au départ, elle a diversifié et étendu ses activités à plusieurs autres secteurs, dont le coton, les engrais, les constructions navales, pour ne citer que cela. De Kazan, la délégation malienne repart avec une invitation à prendre part au prochain forum Russie-Monde islamique prévu ici en mai 2025. L'édition 2024 de cet important rendez-vous diplomatique a rassemblé plus de 80 pays, dont 40 États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Toujours hors du Mali, aux États-Unis d'Amérique, en marge de la 79e Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a rencontré Syed Abbad Araghchi, son homologue iranien. Les deux personnalités ont échangé sur la paix et la sécurité régionale au Moyen-Orient et dans le Sahel. Les ministres ont également évoqué le renforcement de la coopération bilatérale. Abdoulaye Diop a également eu des échanges avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed. Je l'ai dit dans le sommaire, nous sommes le 1er octobre. Cette date marque le lancement des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le thème de l'édition 2024 est « La solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme ». L'historien professeur Jean Bosco Konaré est le parrain national. Les initiateurs du mois étaient face à la presse pour décliner le contenu des 4 semaines thématiques. Cette première semaine est consacrée aux personnes âgées et la cérémonie de lancement a eu lieu à la Maison des Aînés en présence du Awa Ditma Kamara. Dans un pays en situation de catastrophe nationale, les autorités ne pouvaient trouver meilleur thème que celui en soutien aux victimes des catastrophes. C'est donc parti pour 4 semaines d'intenses activités de solidarité, d'appui et d'assistance envers ces couches qui en ont tant besoin. Le ministère en charge du développement social justifie bien le choix de la thématique 2024 et invite à un sursaut national. Il faudrait qu'il y ait un focus vraiment de solidarité et de compassion par rapport aux victimes de ces inondations. Et donc en ce moment, ce cachet spécial cette année nous permet vraiment de diriger cette solidarité autour en tout cas de ces personnes qui sont plus ou moins affectées en tout cas par ces inondations. Le parrain de cette 29e édition est l'historien Jean Bosco Konaré, un monument et une référence au Mali. La marraine de la première semaine dédiée aux personnes âgées est Diakité Kadija Togola, présidente de l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali. Ils ont été choisis pour leur engagement et leur patriotisme au service de la nation. C'est avec beaucoup d'humilité que ces personnes du 3e âge acceptent volontiers cet honneur. Pour moi, c'est un honneur que j'accepte et je profite de l'occasion pour la remercier infiniment, non seulement pour m'avoir choisi comme parrain, mais la façon dont elle a procédé qui s'inscrit dans la démarche culturelle du Mali, à savoir le respect de l'âge.
Quand on m'a annoncé la nouvelle, j'étais très contente. C'est un lourd fardeau que je porte fièrement. Je remercie vraiment le ministre pour cette opportunité. Plusieurs activités sont prévues pendant le mois d'octobre, dont des visites aux personnes du troisième âge, celles vivant avec un handicap, des gestes qui devront contribuer à faire de la solidarité l'une des valeurs cardinales du Mali. La communauté éducative de Kalabankoro et les victimes des inondations de la localité saluent la décision du gouvernement du report de la rentrée scolaire au 4 novembre prochain. La décision a été unanimement partagée par les 66 ménages qui occupent l'école publique Mamadou Kounta et les agents de l'académie d'enseignement de Kalabankoro inondés par le débordement du fleuve. Notre équipe de reportage est allée faire le constat. Seydou Traoré et Makanja Kité. L'école publique Mamadou Kounta de Kalabankoro est transformée en foyer d'habitation depuis un moment. Ils sont 480 personnes sinistrées, en majorité des femmes et des enfants, à occuper les salles de classe de l'établissement. Plus d'un mois que les pêcheurs saumonaux de l'île Gunkan de Kalabankoro ont élu domicile à l'école publique de la localité. C'est l'eau qui envahit nos habitats. Nous avons cherché un abri avec le sous-préfet et les maires. Ceux-ci nous ont guidés vers l'école. Nous avons décidé de venir avant la rentrée, mais jusqu'à l'approche de la rentrée, l'eau occupe toujours nos habitats. Nous étions dans les mêmes phénomènes il y a 7 ans. Nous préparons la rentrée, mais le niveau de l'eau continue d'augmenter. Il sera difficile de faire partir les sinistrés sans avoir un autre endroit. Après leur départ, nous allons trouver les moyens pour entretenir les lieux. Toutes les salles de classe sont occupées. Nous avons au total 8 cours, du préscolaire au fondamental 1-2. Ici, l'école Mamadou Kounta est pris d'assaut par la population sinistrée et que la sortie, leur évacuation va rester un problème. Et je pense que d'ici le 4 novembre, ils seront dans des lieux sûrs pour que l'école soit occupée par les élèves. La décision de reporter la date de la rentrée scolaire a été perçue comme une bouffée d'oxygène pour les 66 ménages. Nous sommes très contents que les autorités ont pris la décision de reporter. Nous les saluons pour cette initiative. D'ici le 4 novembre, nous verrons bien si les conditions sont favorables au retour de ces beaux eaux sur leur site initial. Au cas échéant, les tentes seront installées pour les recevoir. Et on a dit à toute la population que désormais, il faut respecter les normes de construction et aussi éviter les endroits à risque. Par exemple, l'île, avec le changement climatique, on sait que chaque année, s'il ne déguerpisse pas, et nous allons être devant les faits accomplis. À l'académie d'enseignement de Kalabankoro, les 87 agents de l'administration scolaire constatent avec désolation le débordement des eaux du fleuve Niger. De la cour en passant par les bureaux, le bâtiment est submergé sous le regard impuissant du directeur d'académie. Le report a été vraiment judicieux parce que s'il faut aller à l'école et que d'autres ne partent pas, ce n'est pas bon pour nous. Donc je crois que quand nous tous nous partons ensemble à l'école, et c'est ce qui est vraiment meilleur des choses. Moi qui vous voyez devant vous, je suis inondé. Je suis dans l'inondation moi-même pour la partie, n'est-ce pas, pédagogique et la partie administrative. La rentrée des classes renvoyée au 4 novembre 2024 par le ministère de l'Éducation a été saluée par le monde éducatif de Kalabankoro qui encourage les autorités à prendre les dispositions pour relocaliser les sinistrés avant la nouvelle date. Plus de 32 millions de francs CFA sont investis pour offrir des fournitures scolaires aux enfants en situation difficile. Cette initiative est de l'ONG Karama Solidarité à travers son projet Éducation pour tous. Plus de 3700 élèves démunis sont les bénéficiaires de cette opération qui vient d'être lancée dans les 6 communes de Bamako et ses périphéries. Batraouri.
Le jeune Cheikh Ibrahima Sidibé, orphelin de son état, est fier de recevoir des mains des responsables de l'ONG Karama Solidarity un kit scolaire comprenant des cahiers de 100 pages, un sac à dos, des stylos et du matériel géométrique. Il est suivi par son camarade Taïbou Touré qui bénéficie du même lot de cadeaux à la veille de la rentrée scolaire. Par ces différentes remises, l'ONG Karama Solidarity belge lance son projet Éducation pour tous. Le projet Éducation pour tous est une initiative de Karama Solidarity Belgique à travers le monde et l'ensemble de ses bureaux. De venir en appui avec des kits scolaires pour les enfants issus des ménages démunis afin d'avoir une inclusion à tous les niveaux. Pour cette opération, Karama Solidarity assistera 3760 enfants, dont des orphelins et également d'autres enfants issus des ménages démunis. C'est une bonne action. Je ne fais que remercier seulement et au bon vent pour le projet. Le projet est exécuté dans les 6 communes du district de Bamako et ses périphéries avec comme partenaires les centres d'écoute communautaires, les académies et les orphelinats. Le projet va sans doute permettre aux élèves bénéficiaires de pouvoir étudier dans de meilleures conditions possibles. Je demande à Karama Solidarité Belgique de continuer aux côtés du gouvernorat du district de Bamako et ses partenaires dans la recherche des solutions. Karama Solidarité, dont la présence au Mali a été renouvelée en 2024, est une ONG internationale basée en Belgique. Elle est apolitique et est à but non lucratif. Le ministère de l'Administration territoriale, le PNUD et ONU Femmes envisagent des actions visant à réduire les risques de violence liés aux processus électoraux. Un séminaire national est organisé dans ce sens. Cette rencontre est la synthèse des différents séminaires régionaux organisés à l'intérieur du pays. L'atelier développera les thèmes relatifs au monitoring des violences électorales, l'harmonisation des indicateurs d'alerte précoce, entre autres. Le point avec Alousseni Touré. Les élections sont un moment crucial de la vie politique d'un pays, surtout d'un pays en crise. Leur bonne tenue est un gage de bonne santé de la démocratie. C'est pour prévenir les violences liées au processus électoral que le présent séminaire a été organisé. Il regroupe les représentants de la société civile, des acteurs politiques, les experts électoraux et l'ensemble des partenaires intéressés par les élections. Les travaux qui dureront 3 jours porteront sur 3 thématiques principales. Le monitoring des violences électorales, l'harmonisation des indicateurs d'alerte précoce et la mise en place de la plateforme de coordination des réponses aux risques de violences liées aux opérations électorales. La question intéresse également l'autorité indépendante de gestion des élections qui trouve là un cadre idéal de mutualisation des stratégies de sécurisation du processus électoral. La thématique nous intéresse à plus d'un titre en tant qu'organisateur des élections au Mali. Nous convenons que les élections de 2002, 2007, 2013 et même 2020 ont été émaillées de contestations, souvent d'actes de violence. Nous pouvons dire que la période électorale qui s'étend d'avant, pendant et après les élections était devenue une source de tensions sociopolitiques qui engendre des violations des droits humains, notamment les droits civils et politiques. Normal également que le département en charge de l'administration territoriale encourage les uns et les autres à réfléchir à la question pour éviter, du moins réduire les risques de violence liés au processus électoral. Le présent séminaire, organisé par l'Observatoire des droits humains et de la paix, avec l'appui financier du PAREM, est revêt d'une importance particulière puisqu'il nous offre l'occasion d'instaurer un cadre d'échange entre les parties prenantes au processus électoral en vue de l'élaboration et la validation des modalités et du cadre de fonctionnement d'un accord cadre de concertation du mécanisme de réponse aux menaces de violence liées au processus électoral et aux réformes politiques et administratives, y compris les violences basées sur le genre. Ce séminaire permettra de mettre en place un mécanisme de concertation entre les parties prenantes aux élections en vue de proposer un cadre de concertation pour répondre efficacement aux menaces de violence liées au processus électoral et aux réformes politiques et administratives, y compris les violences basées sur le genre.
Parlons santé, lutte contre les maladies tropicales négligées, MTN. Le ministère de la Santé et du Développement social vient d'organiser une journée de plaidoyer pour l'augmentation de l'allocation budgétaire en faveur des programmes MTN. L'objectif est d'informer et de sensibiliser sur ces maladies afin d'amener les décideurs et autres acteurs à adhérer aux activités de lutte et de soutenir leur mise en œuvre. Le compte rendu de Baraki Sawatara et Mohamed Sidibé. Maladies parasitaires et infectieuses, les MTN, maladies tropicales négligées, reçoivent peu d'assistance pour leur élimination, surtout dans les pays à faible revenu où elles représentent un lourd fardeau pour les populations. Au Mali, les programmes nationaux ciblent le trachome, la filariose lymphatique, l'onchocercose, la bilharziose, la lèpre, le ver de Guinée et la trypanosomiase humaine africaine. Cette journée de plaidoyer vise surtout à amener les décideurs à créer une ligne budgétaire dédiée à la lutte contre les maladies tropicales négligées d'ici à 2027. Nous allons faire ce plaidoyer auprès du ministère de l'économie et des finances pour, bien entendu, on a dit, augmenter le budget alloué à la lutte, bien entendu, contre la maladie en général, mais en particulier les maladies non transmissibles, pour qu'on puisse être au rendez-vous vraiment de nos déclarations et de nos engagements auprès, bien entendu, de l'OMS et auprès du monde et auprès de notre population qui est notre première référence. Le financement des activités de lutte contre les MTN est assuré en grande majorité par les donateurs et ONG internationales tels que l'OMS, l'USAID, la Fondation Hilton, le Centre Carter. Environnement. Venir à bout des effets néfastes des changements climatiques par des solutions endogènes, c'est l'une des missions du programme régional Benkadi Seko ONG Mali. Plus de 50 personnes participent à un atelier national de plaidoyer pour l'intégration des changements climatiques dans les politiques et programmes de développement économique, social et culturel des collectivités. Cette activité couvre les régions de Bougouni, Dioïla et Koulikoro pour un coût d'investissement de 2,5 milliards de francs CFA du Royaume des Pays-Bas. Reportage Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara. Il s'agit à travers cet atelier de présenter les résultats atteints par le programme Benkadi en matière d'accompagnement des communes dans l'élaboration et la prise en charge des changements climatiques, et cela en faveur de 24 communes des 4 cercles des régions de Bougouni, Dioïla et Koulikoro. Au niveau national, c'est un programme qui va mettre l'accent sur l'influence des politiques publiques dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques, l'amplification inclusive des principes de gestion durable des terres, comme facteur d'adaptation des communautés vulnérables aux effets des changements climatiques. C'est dans ce cadre que des activités sont menées. C'est là pour relever ensemble les défis liés à ces doubles challenges, à savoir l'atténuation et l'adaptation des communautés aux effets des changements climatiques. Une initiative soutenue par l'ambassade des Pays-Bas au Mali, 2,5 milliards de francs CFA. Que c'est dans un cadre de partenariat sud-sud, mais aussi nord-sud, que ce programme a été donc financé à travers le ministère néerlandais des Affaires étrangères en vue de soutenir les sociétés civiles d'Afrique et du Nord là-bas pour œuvrer à la prise en compte de certains aspects liés au changement climatique pour que les populations les plus vulnérables, qui sont les plus impactées par ce phénomène, puissent avoir droit à de meilleures conditions de vie là où elles se trouvent. Seko ONG intervient dans le domaine des changements climatiques, ne fait que, c'est-à-dire aider le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à atteindre son objectif. Pour cela, je pense que les élus qui sont là aujourd'hui sont les premiers acteurs de cette lutte. À la fin des travaux, il est attendu des participants un plaidoyer pour la prise en compte de la problématique du changement climatique dans les actions de développement. À l'intérieur du pays, le gouverneur de la région de Taoudeni a rencontré les forces vives de la localité en vue d'échanger sur les questions de paix et de sécurité dans la région. Une rencontre jugée satisfaisante par les participants au sortir de la salle. Reportage Chirifou Moulay Aïdara. Cette rencontre a mobilisé les représentants de l'État,
le chef de fraction et village de la région de Todeni. Elle était axée sur la sécurité, la paix pour la réussite de la réouverture des écoles délocalisées dans leur site d'origine et la mobilisation de communautés pour le soutien à l'armée malienne. Ce comportement, chacun de nous qui veut amener la paix doit respecter l'État, l'agent de l'État, la loi de l'État. C'est en ce moment qu'il va contribuer à la paix. Aucun pays est capable d'amener la sécurité si les populations ne sont pas avec eux. Et chacun de vous, il a une grande responsabilité vis-à-vis de son nation. Un pays, il ne peut pas être fait sans les populations. Et les populations, chacun de vous, il a une responsabilité vis-à-vis de notre sécurité. Et les sécurités concernant la région de Taoudeni concernent les autres régions. Et je trouve que s'il y a un problème chez vous, ça veut dire que vous n'êtes pas stable. Et l'économie, il ne peut pas être faite sans les stabilités. Le cadre a été bien apprécié par la population, mise au parfum de nouvelles dispositions dans les différents domaines abordés par le chef de l'exécutif régional. Chacun de vous, il présente l'État où il est. Chaque Malien, avec son titre, avec son grade, il présente l'État où il est. Il est à Taoudeni, il présente l'État. Tu le présentes en tant que civil, tu le présentes en tant que militaire. Il n'y a pas vous et nous, il y a nous des Maliens. Il y a nous les Maliens. Il faut sortir de cette doute. Il faut être chacun de vous, il a confiance de lui. Il a confiance de son engagement. Tu le fais pour toi, tu ne le fais pas pour moi ni pour quelqu'un d'autre. Au terme de la rencontre, le gouverneur a instruit à chacun de s'engager pour le retour sans délai des populations déplacées et réfugiées. Il a également appelé à l'esprit patriotique pour que le Mali nouveau, tant recherché, se concrétise. Le projet Go Green de SNV, organisation néerlandaise de développement, et le conseil régional de Sikasso ont remis des chèques à 6 entreprises vertes de la région. 6 porteurs du projet, 3 hommes et 3 femmes, ont reçu des montants remboursables allant de 2,5 millions à 5 millions de francs CFA pour accroître leur activité. L'accompagnement de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC. Compte rendu, Moustapha Doumbia, Taïrou Konaté. C'est une remise de chèques à 6 jeunes entrepreneurs choisis parmi 30 porteurs de projets. Le financement s'inscrit dans le cadre du projet Go Green, emploi et entrepreneuriat vert par et pour les jeunes. L'accompagnement des jeunes se fait en partenariat avec le conseil régional qui soutient l'entrepreneuriat vert. À Sikasso, il y a 90 projets qui ont été retenus et sur les 90 projets, 30 ont été finalement retenus pour financement. Et sur les 30, il y a 13 qui ont été vraiment sélectionnés lauréats de cette phase. Sur les 13, je crois que 6 ont eu des prix variant entre 2 500 000 à 5 millions. Donc c'est des jeunes entrepreneurs qui sont dans le vert, dans le domaine environnemental. Donc leur financement est donné pour les permettre d'améliorer leur entreprise et en même temps, à travers cette amélioration, recruter encore d'autres jeunes quand même pour vraiment booster le développement économique de la région de Sikasso. Le projet Go Green est mis en œuvre par SNV. Les jeunes bénéficiaires du financement ont été choisis suivant certains critères. Les critères qui ont prévalu, c'est non seulement le critère de jeunesse. Il fallait être un jeune de moins de 35 ans si tu es un homme et de moins de 40 ans si tu es une femme. Le second critère majeur, c'était il faut que ce soit une entreprise qui puisse contribuer à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, le monde est en train de subir une crise majeure liée au changement climatique. Et nos actions futures doivent être dans ce cadre, dans le cadre de mitiguer les effets pervers de ce changement climatique. J'interviens dans la transformation, la production et puis la vente du beurre de karité, en plus les huiles pressées à froid. Et avec ces beaux chèques-là, nous allons entreprendre dans l'entrepreneuriat vert.
Nous sommes déjà dans l'entreprise, mais on va améliorer les systèmes avec des panneaux solaires. Le Conseil régional de Sikasso entend accompagner dans la mesure du possible toutes les 30 entreprises reconnues comme meilleures entreprises vertes de Sikasso. La capitale du Mérétan abrite depuis ce mardi le camp chantier des jeunes du mouvement d'action des jeunes MAJ 2024. Une rencontre qui a pour objectif de sensibiliser et de former les jeunes dans le domaine de l'émergence et du développement personnel, entre autres. Reportage Adama Traoré. La jeunesse à l'honneur à travers l'organisation du camp chantier du mouvement d'action des jeunes MAJ 2024. Ce mouvement de rassemblement des jeunes est une plateforme de donner et de recevoir. Ils viennent de procéder au lancement de la 7e édition de son camp dans la capitale du Néguétan. Une rencontre initiée par l'association malienne de la protection et de la promotion de la famille AMPPF avec comme thème un Mali meilleur, une jeunesse engagée en santé de la reproduction. Donc c'est de dire aux jeunes que nous sommes l'image de notre famille partout où nous partons, de s'aimer des comportements responsables et aussi de partager la vision commune des plus hautes autorités du pays pour combattre l'insécurité et qu'on se donne le meilleur de nous-mêmes. Durant 5 jours, les participants venus de l'ensemble du territoire national seront outillés dans divers domaines, dont celui en santé de la reproduction, avec des échanges et des partages d'expériences. En tant que jeunes, vous êtes l'avenir de notre pays et il est essentiel pour vous d'imprégner toute la responsabilité pour participer activement à la construction de ce futur. Les autorités régionales ont saisi l'occasion pour inviter la jeunesse à poser des actes responsables et citoyens. Ce camp cadre parfaitement avec l'esprit du Mali Koura. Nouveau Mali, prôné dans le cadre d'une souveraineté retrouvée et d'une prise de conscience collective, notamment celle des jeunes, vers des lances et avenir de ce pays, et qui n'a pas droit à l'échec. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants n'ont pas hésité à créer de l'ambiance pour égayer les uns et les autres, ponctués par des sketchs et des messages de sensibilisation basés sur des VBG et en santé de la reproduction, entre autres. Toujours à l'intérieur du pays, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, tient ses assises dans la région de Kidal. Objectif, présenter le rapport semestriel sur la gestion administrative et financière des collectivités territoriales, compte rendu Sidi El Medi Ag Al-Bakar. C'est la salle de conférence du gouvernorat de Kidal qui a servi de cadre pour la tenue de la 2e session du CROCSAD initiée par l'ANICT, dont l'objectif général est de faire l'état de la mise en œuvre des fonds et la synthèse de différents points touchant les collectivités territoriales de la région de Kidal. Cette session a pour objectif de présenter les bilans de l'ANICT, les projets qu'elle a eu à financer, les difficultés auxquelles elle est confrontée et la situation des projets actuels que certaines collectivités nous ont transmis. Dans le souci de pallier l'insuffisance de concertation pour faire face aux défis et améliorer l'accès de nos populations aux services sociaux de base, les autorités régionales de Kidal encouragent les acteurs concernés à redoubler d'efforts. Il m'est agréable de remercier et de féliciter le partenaire étatique qui accompagne entièrement et exclusivement la tenue du présent CROCSAD pour sa contribution technique et financière. Il s'agit de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, et par la même occasion, j'invite les autres organisations à emboîter le pas. Au terme de cette 2e session, il ressort la nécessité de dynamiser une synergie d'action entre tous les acteurs chargés de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et évaluation des programmes et projets de développement dans la région de Kidal.
Ici, dans la capitale, un prélude à l'organisation du Salon international de l'urbanisation de Bamako qui aura lieu du 7 au 11 octobre prochain, les organisateurs, en collaboration avec le PNUD, viennent d'organiser un panel de discussion. La rencontre regroupe entre autres les acteurs de l'urbanisme, de la culture et de la promotion de la femme. Mariam Koulibaly. Ce cadre de réflexion marque ainsi le démarrage des travaux de la première édition du Salon international de l'urbanisation de Bamako, prévu du 7 au 11 octobre 2024. L'événement permet de réfléchir au réaménagement des villes du Mali afin de les transformer en des centres urbains modernes et respectueux de l'environnement. Ce salon intervient dans une période stratégique de refondation, de définition des priorités nationales ou penser l'identité des villes du Mali en tenant compte des croissances démographiques se trouve un passage obligé. Une opportunité adéquate de réfléchir à l'urbanisation tout en intégrant les éléments architecturaux traditionnels. Nous sommes tous convaincus que ce salon sera une occasion unique de mettre en lumière le potentiel économique et culturel des villes du Mali. Ensemble, nous souhaitons contribuer à des politiques d'urbanisation durable. Se voulant inclusif, le salon met un accent particulier sur le rôle des femmes dans ce processus de réflexion, d'où le développement de Woman Side Event, l'art des femmes de Sibi. Ce Woman Side Event intitulé l'art des femmes de Sibi vient à propos des défis climatiques dont nous faisons face d'année en année. Nous mettons face à notre responsabilité d'y trouver des solutions et bien sûr, elles sont endogènes. D'autres compétences sont également développées par le salon à travers la formation d'une centaine de jeunes sur les techniques de construction ancestrale. Le mouvement Ambiko a lancé officiellement hier la 4e édition de sa caravane scolaire. Il s'agit de distribuer 20 000 kits scolaires dans les différentes communes de Bamako. Yara Dambeli était à la cérémonie de remise, suivant son reportage. Leila Diallo fait partie des centaines d'élèves soulagés à l'occasion de la rentrée scolaire 2024 par le mouvement Ambiko. Il s'agit d'une opération de distribution de fournitures scolaires dénommée la caravane scolaire qui va sillonner les communes de Bamako. Je suis élève à la 5e année. C'est avec beaucoup de joie que nous recevons ces kits scolaires. Grand merci à Batouli. En plus des kits scolaires, cette année, l'innovation, ce sont les bourses universitaires qui seront octroyées, en plus des inscriptions d'enfants en situation de précarité qui seront prises en charge. Ça fait la 4e édition que nous distribuons des kits scolaires et donner des bourses d'études ainsi que de payer les frais de scolarisation des élèves à travers le Mali. Et ce que nous envisageons derrière ça, c'est de montrer aux enfants que l'école est très importante. Nous sommes dans une situation très difficile, donc c'est le moment pour que les gens puissent s'aider mutuellement. C'est vraiment important. La première étape de cette remise des kits scolaires a concerné les enfants albinos. La caravane scolaire Ambiko est à sa 4e édition. On en vient à la chronique judiciaire. Elle nous parle ce soir de la circulaire. La circulaire est une instruction à caractère général qui est adressée à l'ensemble des agents d'un service administratif et prévoit une conduite à tenir. Son but est d'expliquer ou de commenter un texte aux agents chargés de son application sans le modifier. Quelles sont les circulaires les plus courantes? Qui peut prendre la circulaire? La circulaire peut-elle faire l'objet de recours devant la justice? Les éléments de réponse avec Garibou Perou et Djeli Makanjabate. Instructions ou notes de service sont des mots génériques de circulaire. À cheval entre le décret et l'arrêté, la circulaire est un acte dérogatoire. Généralement à usage interne, la circulaire n'a pas de portée à l'égard des personnes soumises à une autorité administrative. Tout de même, son contenu en République du Mali doit être conforme à la loi et aux règlements en vigueur. La circulaire est un texte administratif pris par une autorité administrative pour expliquer aux agents ou alors aux services déconcentrés placés sous son contrôle
n'est-ce pas, le sens d'un texte de loi ou d'un décret. Par exemple, un texte de loi est adopté, ou alors un décret est pris par l'autorité exécutive, eh bien, l'autorité chargée de son application en informe ses subordonnés par le biais de la circulaire. Et l'autorité se sert aussi de la circulaire pour porter à la connaissance de ces mêmes agents des services déconcentrés l'information sur des textes ou alors sur des événements, des activités qui se produisent au niveau du service. Il y a plusieurs types de circulaires. La circulaire interprétative qui fait par exemple le rappel d'un droit déjà existant, tandis que celle dite réglementaire est une véritable décision. Dans ces derniers cas, la circulaire est le manifestement intentionnel de son auteur à vouloir modifier une disposition juridique. La circulaire interprétative, c'est celle-là qui est classée parmi les mesures d'ordre intérieur. Autrement dit, les actes d'organisation interne d'un service. Ces actes sont considérés comme des actes non décisoires. À l'opposé, la circulaire, appelée circulaire réglementaire, prend un caractère obligatoire, un caractère impératif qui change la situation de l'administré. Si je prends un exemple, une circulaire qui mute un agent qui se trouve dans un mouvement syndical, le déplacement de ces agents est quand même réglementé. Et donc, si par la circulaire, vous déplacez quelqu'un, vous mutez quelqu'un, vous lui faites greffe. Et ce genre de circulaire n'est pas une simple circulaire interprétative, c'est une circulaire réglementaire. Qu'elle soit réglementaire ou interprétative, qui doit et surtout à quel moment prendre une circulaire? Toutes les autorités administratives, de façon générale, qui exercent un pouvoir hiérarchique, peuvent prendre la circulaire, à commencer par le chef de l'État, le Premier ministre, les directeurs et même les préfets. Et on a quand même appris dans un passé récent, lorsque le chef de l'État nomme un Premier ministre, eh bien, il lui adresse une lettre de cadrage pour orienter en quelque sorte la politique que le Premier ministre doit conduire. Et on a également vu que lorsque le Premier ministre est nommé, il prend une circulaire qu'il adresse aux différents ministres pour expliquer le travail gouvernemental. En 2013 et 2014 également, on a vu les premiers ministres d'alors qui ont pris des circulaires pour appliquer la loi portant désignation des directeurs des EPA, les établissements publics à caractère administratif, qui prévoit l'appel à candidature. Dans quelles circonstances la circulaire peut par exemple faire l'objet de recours devant la justice? Si la circulaire n'est pas, on va dire, légale, si elle n'est pas prise en conformité avec la loi, la conséquence c'est qu'elle peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès des pouvoirs. Et en ce moment-là, la circulaire peut être tout simplement retirée de l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire tout simplement annulée, parce que non conforme à la loi. Une circulaire ne doit pas être prise à la place d'un décret. Si la loi prévoit, par exemple, qu'un décret doit être pris pour son application, ce n'est pas la circulaire qu'il faut prendre là-bas. Courante, la circulaire est une approche administrative qui permet aux agents de faire preuve d'efficacité. Car cela ne tienne, il faut constamment vérifier si son auteur est compétent ou si la circulaire n'est pas contraire aux normes administratives ou si l'émetteur n'est pas dans un cas de détournement ou excès de pouvoir.
La déclaration du Burkina Faso à la 79e Assemblée générale des Nations unies a été faite par le chef de la diplomatie burkinabé. Karamoko Jean-Marie Traoré a évoqué plusieurs sujets de la plus haute importance, dont les questions sécuritaires et humanitaires. La mise en place de l'AES a aussi été abordée. Retour sur les points essentiels de cette déclaration avec Nyarkiteda. À la tribune des Nations unies, le Burkina Faso présente les acquis engrangés dans le domaine de la reconquête du territoire national, le renforcement des capacités opérationnelles des troupes, la réorganisation des forces combattantes sur le terrain permettent de nos jours de récupérer les zones jadis occupées par les groupes armés. De manière concrète, près de 70% du territoire est désormais sous le contrôle de l'État contre 40% en 2022. En moins de 2 ans, les actions de reconquête ont permis à plus de 700 000 personnes de regagner leur village et à près de 1500 écoles de rouvrir leurs salles de classe, offrant la chance et le bonheur tant espéré par des milliers d'élèves de reprendre le chemin de l'école et de poursuivre leur cursus scolaire. Pour le chef de la diplomatie burkinabé, ces résultats forcent l'admiration et sont à mettre à l'actif des FDS et VDP avec le soutien des populations de l'intérieur et de la diaspora. Cette mobilisation patriotique de toutes les composantes de notre peuple a permis la collecte de la somme de plus de 165 millions de dollars pour la seule année 2023, un chiffre qui a largement dépassé les prévisions initiales. C'est dire toute la détermination du peuple burkinabé à financer et à s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité dans la lutte noble contre les terroristes et leurs alliés. Toutefois, le ministre Traoré attire l'attention de l'Assemblée générale sur des accusations selon lesquelles les combattants burkinabés, dans l'exercice de leur action de reconquête du territoire, violent les droits humains. Je voudrais donc inviter les États membres de l'ONU à n'accorder aucun crédit à toutes ces agitations médiatiques qui, de toute évidence, traduisent dans le fond la détresse des terroristes en déroute et de leurs sponsors. Le Burkina Faso réaffirme du haut de cette tribune des Nations Unies l'implication de l'Ukraine dans les attaques de Tinzaouaten au Mali en juillet dernier, toute chose qui dénote le soutien de ces pays au terrorisme dans le Sahel. Ces parrainages que nous n'avons eu de cesse de dénoncer et que d'autres considéraient comme une simple vue de l'esprit ont été récemment portés à la face du monde par une attitude paradoxale de l'Ukraine, un État membre de notre organisation. Et en avouant son soutien au terrorisme international, particulièrement au Sahel, ce pays a donné un aperçu des activités subversives qu'il mène au Sahel, à l'instar d'autres États actifs dans les coulisses de la trahison. En attendant des actions vigoureuses de la part des Nations Unies, les pays de l'AES ont déjà saisi le Conseil de sécurité et attendent des réponses fermes de l'organisation, selon le porte-voix du Burkina Faso à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Face aux impératifs sécuritaires du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé en toute souveraineté le 16 septembre 2023, à travers la charte du Liptako Gourma, de la création de l'Alliance des États du Sahel. Il s'agit d'une alliance militaire de défense collective et d'assistance mutuelle pour lutter contre le terrorisme et la criminalité en bande organisée sur leur territoire. Depuis l'annonce jusqu'à la création de l'AES, l'on note une adhésion populaire, signe que les 3 États sont sur la bonne voie, foi du ministre burkinabé en charge des affaires étrangères. Le Conseil d'orientation chargé de la gestion du fonds du soutien patriotique a siégé hier matin à Ouagadougou. Au cours de cette 3e session ordinaire du Conseil d'orientation de l'année 2024, le comité a passé en revue la gestion du fonds de soutien patriotique. Il ressort du bilan que le point des encaissements connaît une nette progression. Reportage à Franck Ouedraogo, Fanta Ouattara et Tanga Kafando. Pour une prévision annuelle de 100 milliards, le Fonds de soutien patriotique a mobilisé plus de 130 milliards de francs CFA à la date du 22 septembre 2024. L'information est portée par le Conseil d'orientation du Fonds qui fait le bilan à cette session. Le bilan révèle plus de 14 687 millions, le montant des ressources prélevées au titre des taxes, et 64,54% de ce montant représente le prélèvement sur la consommation des boissons.
Le Fonds minier de développement a permis de mobiliser 12 milliards. Plus de 16 milliards 870 millions représentent le prélèvement sur les prestations des opérateurs de téléphonie mobile et audiovisuelle. Un devoir de redevabilité qui traduit la volonté du gouvernement burkinabé à assurer une gestion transparente des ressources mobilisées. Malgré toutes les difficultés, les gens ont accepté de se sacrifier. Donc le gouvernement va faire de son mieux pour que la gestion soit la plus orthodoxe possible et continuer toujours de donner toutes les informations pour que les gens continuent de se mobiliser. Parce que l'objectif était à 100 milliards en début d'année, mais au regard de l'engouement et des tendances, nous avons revu l'objectif à 150 milliards et nous sommes confiants que cet objectif sera atteint au 31 décembre 2024. La mobilisation de ces ressources a permis de soutenir la lutte contre le terrorisme par l'acquisition d'équipements et la prise en charge des VDP et des FDS dans le cadre des opérations de reconquête du territoire national. Aujourd'hui, la brigade des volontaires pour la défense de la patrie est à un niveau où on a des résultats palpables et concrets sur le terrain parce que tout simplement on a pu effectivement mobiliser et motiver les VDP qui font un travail formidable sur le terrain malgré le contexte difficile. En plus de ces acquis, il y a le renforcement des capacités d'intervention des forces combattantes, la formation sur la prise en compte des droits humains, la conduite d'une phase pilote de paiement des primes par mobile money et la poursuite des actions de communication. La Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel, CPAES, célèbre avec l'ensemble du peuple burkinabé ce jour mémorable du 30 septembre 2024 qui marque le 2e anniversaire de l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR du Burkina Faso. La CPAES relève avec satisfaction les résultats tangibles du travail acharné réalisé par les autorités du Burkina Faso en 2 ans sous le leadership éclairé du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Ceci est un message de la Confédération des peuples de l'AES qui nous est parvenu. La Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel a rendu publique une déclaration ce dimanche à la place de la patrie à Niamey au Niger. Dans celle-ci, la Convergence a réitéré son engagement à accompagner et à œuvrer auprès des autorités de la Confédération dans la mise en œuvre de tout processus entrant dans le cadre de la souveraineté des États de l'AES. Issa Ousmane Mahamat, Suleiman Wali. Au cours de cette sortie médiatique, le Bureau de la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel, COSNAS, a souligné que la création de la Confédération des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a apporté un changement significatif dans la vie des citoyens des 3 pays frères, à travers la pleine souveraineté institutionnelle, politique et financière des États du Sahel. L'heure est venue pour les citoyens de toutes les nations du Sahel de s'investir corps et âme, voire jusqu'au sacrifice ultime pour le rayonnement des idéaux prônés par la Confédération des États du Sahel. Dans le souci de mener à bien cette guerre, la COSNAS appelle à l'implication de tous les citoyens épris de paix et de justice pour contrecarrer toute manœuvre subversive. L'heure est grave et la mobilisation générale doit être le mot d'ordre. Chaque citoyen est un soldat et un vigile de la patrie. Le bureau a par ailleurs indiqué que la Convergence pour la souveraineté des nations du Sahel met en garde tout individu, civil ou militaire, complice de déstabilisation ou de sabotage des aspirations profondes des peuples de ces 3 États. Aussi, nous recommandons aux citoyens de multiplier les prières et kunut pour la sauvegarde de la patrie, de respecter toutes les consignes de sécurité envoyées par les forces de l'ordre, une mobilisation continue autour des piquets de veille, signaler tout individu suspect, une collaboration étroite avec les FDS et surtout un engagement sincère et indéfectible pour la dynamique de l'AES. Pour rappel, le 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé la charte du Lptako-Gourma donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel, organisation stratégique de coopération entre ses membres.
Ainsi, au Mali, la deuxième édition du camp d'entraînement des jeunes athlètes a pris fin hier à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS. Une soixantaine de jeunes issus de 7 disciplines sportives à travers le pays ont participé à l'événement. Il est organisé par le Comité national olympique et sportif du Mali. Bouraïma Diallo. Une soixantaine d'athlètes venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako ont participé à cette deuxième édition du camp d'entraînement de jeunes athlètes. Cette discipline était au programme, à savoir le taekwondo, la boxe, l'athlétisme, le judo, la natation, l'escrime et le tennis. Initié par le Comité national olympique et sportif du Mali, ce camp d'entraînement est un moyen de brassage pour ces jeunes. Nous vous disons merci pour cette organisation, car ça nous a permis d'échanger sportivement et culturellement, un brassage entre nous, les athlètes et nos encadreurs, des différentes disciplines. Ça a été l'occasion pour nous, les encadreurs, d'échanger pendant ces séjours ici à l'INJS. Et à travers nos échanges, nous avons fait au moins la détection de plusieurs talents sportifs cachés. Le représentant du CNOSM, non moins le président du camp, se réjouit du bon déroulement de l'événement, tout en rajoutant que l'objectif vise à préparer les jeunes athlètes pour le haut niveau. 10 jours de rencontres avec les jeunes, et je me rends compte que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut ancrer dans nos habitudes pour permettre à notre pays d'avoir de vraies pépinières et des générations de champions. Commencée depuis le 23 septembre dernier, cette deuxième édition du camp de jeunes athlètes s'est refermée sur des notes d'espoir qui permettront à ces athlètes de bâtir un avenir meilleur. Signalons qu'au-delà de son aspect sportif, ce camp d'entraînement est aussi un moyen d'éducation et de citoyenneté pour ces jeunes sportifs. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale. Bonsoir.